La soirée du 23 mai 2014 commence comme toutes les autres dans les rues d'Isla Vista, habituellement animées par les discussions des étudiants. Les gens vaquent à leurs occupations, loin de se douter que leurs vies sont sur le point d'être plongées dans le chaos. Quand soudainement, les premiers coups de feu éclatent. La panique envahit cette petite ville universitaire californienne, à jamais marquée par Elliot Rodger, un jeune homme qui a choisi de commettre l'irréparable ce jour-là. Mais son histoire n'est pas seulement celle de quelqu'un qui a perdu la raison, c'est aussi celle d'un mal-être profond et d'une haine nourrie en silence, amplifiée par une communauté virtuelle toxique que je vais vous raconter aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle, mais avant qu'on commence, vous allez me dire pourquoi vous ne le faites pas. Ou plutôt, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous naviguez tout nu sur internet? C'est une image, hein. Oui, parce que je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui n'utilisent pas de VPN. Bon, ça tombe bien, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une excellente solution pour vous protéger. C'est pas moi qui le dis, ce sont les plus de 38 millions d'utilisateurs et les plus de 20 000 personnes qui ont noté ce VPN comme excellent sur Trustpilot avec une note quasi parfaite. Et moi-même, je fais partie des utilisateurs très heureux de CyberGhost VPN. Un VPN, c'est essentiel pour protéger votre vie privée numérique parce que vous n'êtes pas protégé de base, même en mode incognito. Au début, j'espionnais facilement Rafu, mais il a aussi commencé à utiliser CyberGhost et depuis, je peux plus savoir ce qu'il trafique sur Internet. Votre fournisseur d'accès Internet, le service informatique de votre école ou de votre entreprise, le routeur Wi-Fi de votre domicile et même les sites web que vous visitez savent toujours qui vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Et si vous allez sur un réseau Wi-Fi public, c'est carrément vos mots de passe, vos coordonnées bancaires, toutes vos infos personnelles que vous mettez en péril. Pour stopper ces intrusions dans votre vie privée, il y a CyberGhost VPN. Ce VPN crypte et redirige 100% de votre trafic via des serveurs sécurisés, de sorte que personne ne connaisse rien de votre activité en ligne. Ça se fait en 2 clics et CyberGhost a des serveurs dans plus de 100 pays prêts à répondre à tous vos besoins. D'ailleurs, en changeant la localisation avec le VPN, vous pouvez aussi débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime et plein d'autres encore. Par exemple, moi j'aime regarder... Vous croyez que je vais dire des documentaires true crime, hein? Vous avez raison, mais j'aime aussi regarder du sport, des animés, des films un peu plus bourrins, genre Amélie Poulain. Et donc j'ai tout le temps quelque chose à regarder parce que je n'ai plus de programme géo-restreint grâce à CyberGhost. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour vous. 7 c'est beaucoup, ça veut dire que votre abonnement, vous pouvez le partager avec du monde. C'est le moment ou jamais de profiter de ce VPN parce qu'il y a une offre exclusive pour vous avec le lien dans ma description. 83% de réduction immédiate et 4 mois gratuits dans l'abonnement également. En plus, c'est sans risque, il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une offre à ne pas manquer, le lien est en description, il y a déjà 38 millions de personnes qui sont protégées, qui profitent de contenus bloqués chez eux, alors pourquoi pas vous? Allez c'est bon, on commence. Pour comprendre comment Elliot Rodger est devenu l'auteur de l'un des massacres les plus médiatisés de la dernière décennie, il faut remonter à son enfance. Une enfance qui, en apparence, avait tout pour être idyllique. Il se trouve qu'Elliot n'a pas vu le jour aux États-Unis, mais en Angleterre, à Londres plus précisément. De parents qui travaillent tous les deux dans l'industrie cinématographique. Quand son fils voit le jour, Peter Rodger est photographe professionnel. Mais au fil du temps, il change de direction pour finalement devenir un cinéaste britannique respecté. Il est notamment connu pour son rôle de réalisateur de seconde équipe sur le premier film de la trilogie Hunger Games, sorti en 2012. Cela dit, Ong Lee Chin-ti, la mère d'Elliot, n'est pas en reste non plus. Cette Malaisienne, d'origine chinoise, a une formation médicale, qu'elle a plusieurs fois exploitée en travaillant comme infirmière sur des plateaux de tournage. On peut notamment citer les productions des films Princess Bride et Indiana Jones, La Dernière Croisade, sortis respectivement en 1987 et en 1989. D'ailleurs, concernant Indiana Jones, ils auraient mieux fait de s'assurer que ce soit effectivement La Dernière Croisade, vu les navets qui sont sortis après ça. Après la naissance d'Elliot, en 1991, elle met un terme à sa carrière pour l'élever. Et 4 ans plus tard, elle tombe enceinte pour la seconde fois, d'une fille. Les enfants Rodger sont élevés dans des conditions pour le moins privilégiées, parce que leurs parents sont aisés. Ils vivent dans de belles maisons et voyagent régulièrement. Elliot, lui, est scolarisé dans l'une des meilleures écoles privées pour garçons du Sussex, jusqu'à ce que la famille émigre outre-Atlantique, posant ses valises à Woodland Hills, un quartier chic de Los Angeles.
Malheureusement, l'argent n'achète pas le bonheur, encore moins la stabilité des couples. 2 ans après leur arrivée sur le sol américain, Peter et Chin divorcent, puis s'accordent sur les modalités de garde de leurs enfants. Elliot a 7 ans et sa sœur Georgia en a 3 quand ils se retrouvent partagés entre 2 foyers. En semaine, ils sont chez leur mère et le week-end chez leur père, dans des maisons qui sont assez loin d'être aussi grandes que celles qu'ils ont précédemment connues. Plusieurs gros changements, quelque peu compliqués à accepter pour des enfants si jeunes. D'autant plus que Peter se remet en couple très rapidement après sa séparation. Il ne s'écoule d'ailleurs qu'1 an avant qu'il n'épouse Soumaya Akaboun, une actrice marocaine. Cela dit, à cette époque, bien qu'étant timide, Elliot va bien. Il a plusieurs bons copains. Il voit même occasionnellement Maddie Humphreys, une fille de son âge, qui est la première amie qu'il s'est fait après avoir déménagé aux États-Unis. Malgré tout, Elliot développe une forme de jalousie assez extrême à l'égard des autres enfants dont il est proche. Il n'aime pas que ses amis jouent avec une tierce personne en sa présence, même s'il s'agit de sa propre sœur. Néanmoins, les parents d'Elliot sont aimants. Et même si son père est assez souvent absent à cause de son travail, force est de constater qu'ils font tous les deux de leur mieux pour comprendre les débordements émotionnels de leur fils. Elliot, de son côté, ne s'entend pas avec sa sœur, ni avec sa belle-mère. Il considère la première comme une rivale, qui lui vole régulièrement la vedette, et rejette catégoriquement l'autorité de la seconde. Et ce n'est pas les mois qui passent qui arrangent quoi que ce soit. Bien au contraire. En grandissant, Elliot commence à être mal dans sa peau, à cause de choses qui ne l'avaient jamais réellement gêné avant. Peu à peu, il remarque qu'il est plus petit et frêle que la moyenne. Et son métissage l'embarrasse. Il se sent en décalage par rapport à ses camarades de classe, qui, pour beaucoup, sont issus de 2 parents caucasiens. De plus, Elliot se compare sans cesse aux garçons populaires qu'il voit, jalousant le fait qu'ils attirent regard et attention, alors que personne ne le considère lui. L'enfant reste bloqué là-dessus, sans réaliser que pas mal d'opportunités en or s'offrent à lui dans sa vie de tous les jours. Pour n'en citer qu'une, il se trouve que sa mère est brièvement sortie avec un célèbre réalisateur dans sa jeunesse, un homme dont le nom risque de vous dire quelque chose, vu qu'il s'agit de George Lucas. George Lucas n'est ni plus ni moins que le fondateur de la saga Star Wars. Grâce à cette précédente relation, Elliot a le privilège d'être invité à fouler le tapis rouge de plusieurs premières mondialement scrutées, comme celle de Star Wars épisode 1, La menace fantôme, en 1999. Il a même la chance de pouvoir rencontrer personnellement Jake Lloyd, l'interprète d'Anakin Skywalker. Un rêve pour beaucoup de garçons de son âge. Pourtant, Elliot a bien d'autres préoccupations. Il développe une obsession pour certaines de ses caractéristiques physiques, qu'il considère comme des défauts, et veut à tout prix devenir plus cool. À 9 ans, il commence par vouloir se décolorer les cheveux en blond, puis il se met au skateboard. Elliot se dit qu'en adoptant un style comme on en voit partout en Californie, il deviendra peut-être populaire à son tour. Malheureusement, cela ne fonctionne pas aussi bien qu'il l'espérait. Et c'est la même chose quand il se met brièvement au basketball, en pensant que cela l'aidera à gagner quelques centimètres. Elliot multiplie les efforts pour s'intégrer, en dépit du fait que tisser des liens avec des enfants inconnus a tendance à le rendre anxieux. Cependant, il garde l'impression de ne jamais être comme les autres, et de n'appartenir à aucun groupe. C'est donc sans surprise que son passage à l'adolescence est délicat. Au milieu de ses années collège, certains des camarades d'Elliot commencent à se rapprocher des filles, tandis que lui reste en retrait. Il demeure totalement incapable de nouer la moindre relation avec l'une d'entre elles. Ce décalage entre ce qu'il vit et ce qu'il observe autour de lui devient une source constante de frustration. Il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi il est exclu de cette réalité qui l'envie tant. Elliot a un besoin dévorant d'attirer les filles. Et cela en vient à l'obnubiler. Celui qui n'était à la base qu'un enfant timide, en quête de popularité, souffre de plus en plus de cette solitude amoureuse, dont il a récemment découvert l'existence. Une situation à laquelle sont confrontés beaucoup d'adolescents. Pourtant, elle va peu à peu transformer Elliot en un monstre de colère. Une colère qui va le consumer jusqu'à prendre une forme on ne peut plus menaçante. Elliot Rodger naît dans une famille aisée.
vit une enfance matériellement privilégiée, mais marquée par des difficultés sociales et émotionnelles. Il est timide, facilement jaloux, et se sent en décalage avec ses camarades, gêné par son métissage, sa corpulence et sa petite taille. Il jalouse les garçons populaires et nourrit un profond sentiment d'exclusion et de frustration, cherchant en vain à être accepté. Durant son adolescence, Elliot se renferme, préférant souvent les jeux vidéo aux interactions sociales réelles. Et s'il réussit finalement à attirer l'attention d'une fille, ce n'est pas du tout de la façon dont il l'espérait. Au collège, son étrange comportement lui vaut malheureusement d'être victime de harcèlement scolaire. Monette Mohayo, une belle adolescente blonde sur qui Elliot craque, ou a eu un crush, comme disent les anglophones, fait partie du groupe d'élèves qui le malmènent. Il devient même régulièrement la cible de ses brimades. C'est à cette période de sa vie que son incompréhension et sa profonde frustration se muent en une colère à l'égard des filles, de toutes les filles, sans exception. Cette expérience le pousse à craindre et même à vouloir éviter toute interaction avec le sexe opposé. Alors, à l'heure où il doit choisir un lycée, il préfère s'orienter vers la Crespi Carmelite High School, une école catholique réservée aux garçons. Mais là-bas, ces problèmes ne disparaissent pas, ils ne font qu'évoluer. Elliot espère secrètement que son passage au lycée lui offrira une chance de repartir à zéro, de se faire de nouveaux amis et d'être accepté. Cependant, la réalité est tout autre. Dans cet environnement, plus encore qu'au collège, les apparences règnent en maître. L'adolescent est invisible pour beaucoup, et la cible de moquerie de ceux qui ne l'ignorent pas. À Crespi, on épingle Elliot pour sa peur des filles, et on le traite d'homosexuel. Il subit à nouveau du harcèlement scolaire, et si ses parents tentent de l'aider en le changeant d'établissement à la fin de sa première année, c'est peine perdue. Le souci est le même que dans le lycée suivant, à ceci près que les filles sont témoins de ce qu'il subit. Désespéré, Elliot s'isole toujours plus, accordant à présent une importance beaucoup plus conséquente à son monde virtuel qu'à tout le reste. Une chose qu'il fait aussi pour étouffer son désir d'avoir des relations sexuelles, qui le travaille de plus en plus, à l'heure où ses camarades font l'étalage de leurs premières expériences. À l'âge de 16 ans, il est diagnostiqué comme souffrant d'un trouble envahissant du développement non spécifié. Un trouble qui est à présent incorporé au spectre de l'autisme, même si ce n'était pas le cas à l'époque, en 2007. Suite à cette découverte, Elliot se voit proscrire du Xanax et du Prozac. Mais au bout d'un an, il arrête de prendre son traitement. Une décision qui ne l'aide pas à accepter les changements qui se profilent dans sa vie. En effet, après s'être remarié, Peter, son père, a eu un second fils, nommé Jazz, avec sa nouvelle épouse. Mais là n'est pas réellement le problème. Ce qui ne va pas, c'est que sa carrière de réalisateur est sur le déclin. En 2009, son premier long métrage, le documentaire Oh My God, dans lequel il avait injecté beaucoup d'argent, fait un bide total dans les salles. Cet échec cuisant laisse Peter endetté, et dans l'impossibilité de payer la pension alimentaire qu'il versait auparavant chaque mois à Shin, la mère d'Elliot. L'adolescent réalise alors que ce qu'il prenait pour acquis, à savoir l'aisance financière de ses parents, ne l'a en réalité jamais été. Shin refuse de se remarier à un homme riche, et Peter a perdu ses économies en produisant Oh My God. Ils sont donc les bêtes à abattre. Mais cela n'est pas tout ce qui irrite Elliot, parce qu'en tête de gondole, il y a les couples. La vue de jeunes qui s'enlacent, s'embrassent ou se tiennent la main révulse Elliot au plus haut point. Une fois de plus étouffé par la jalousie, autant que par l'envie de vivre la même chose, il en devient extrêmement amer. Et gare à quiconque empêche Elliot de se réfugier dans le seul univers où il ne peut pas en voir, à commencer par Soumaya. Sa belle-mère ne veut pas qu'il passe tout son temps à jouer en ligne quand il est chez son père. Et il n'est pas décidé à accepter les règles qu'elle lui impose. Il en résulte une dispute des plus violentes, qui n'échappe pas à Peter. De concert avec Chin, il prend alors la décision de l'envoyer au Maroc, après la fin de ses études secondaires. Soumaya doit y retourner pendant un temps. Et tout le monde espère qu'Elliot se sentira mieux s'il quitte les États-Unis durant un moment. Malheureusement, il n'a nullement l'intention de se plier à cette décision. Et il ne reste pas au Maroc très longtemps. La charmoula a du mal passé. Elliot est rapidement rapatrié sur le sol américain par sa mère, à qui il a promis qu'il allait radicalement changer d'attitude et de mode de vie, si elle l'autorisait à rentrer. Au départ, effectivement, il essaie de voir la vie sous un angle moins négatif. Elliot décide de commencer à soigner son apparence, et s'inscrit au Los Angeles Pierce College,
Mais là-bas, les choses redeviennent comme au lycée. Il ne se fait pas d'amis et aucune fille ne le remarque. Les journées sont longues pour Elliot. Alors il se réfugie régulièrement dans une librairie située à côté du campus. Mais il cesse finalement d'y aller, à cause des couples qui s'y rendent. Une vision qui lui est toujours plus insupportable. Peu de temps après, il abandonne ses cours à l'université. En 2010, Elliot est âgé de 19 ans et il commence à tenir un journal. Ce cahier sur lequel il consigne ses pensées les plus noires devient un exutoire pour sa frustration. Il y rapporte ses ressentiments, ses peurs ou encore ses fantasmes. Et ce qui s'érige à l'origine en simple catharsis évolue très vite vers quelque chose de plus troublant. Mais cela n'est que la partie immergée de l'iceberg. Parce que, étant déscolarisé et sans emploi, Elliot a aussi tout le loisir de traîner sur Internet. Il y découvre des forums liés à la manosphère, comme Forever Alone ou Pure Hate. Sur ces plateformes, il rencontre des hommes qui, comme lui, se considèrent rejetés par la société, plus particulièrement par les femmes. Les discussions qu'il partage sont généralement empreintes de rancœur, de misogynie et de théories qui justifient leur colère. Elliot trouve sur ces forums une validation de ses propres pensées. Il n'est plus seul dans sa souffrance, mais l'un des membres d'une communauté qui comprend son amertume. Au lieu de l'aider à surmonter ses difficultés, ces conversations nourrissent sa haine et normalisent la violence, l'exposant comme une réponse légitime à un sentiment d'injustice. Le mal-être grandissant d'Elliot lui donne une vision du monde profondément toxique et déformée. Il est à présent un incel, pour Involuntary Celibate, ou célibataire involontaire. C'est-à-dire un homme qui se perçoit comme la victime d'un système qui favorise les mâles alpha, privant les individus comme lui de ce qu'ils méritent. Elliot pense qu'il est un gentleman incompris, un être supérieur que les autres, aveuglés par leur superficialité, ne peuvent reconnaître à sa juste valeur. Un sentiment de supériorité paradoxal. D'un côté, il se dit rejeté et ignoré par la société, quand de l'autre, il se persuade qu'il est meilleur que ceux qui l'envient, les méprisant pour leur prétendue futilité. Ce n'est pas sans rappeler l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès que j'ai traitée sur cette chaîne. Le contexte n'est pas le même, mais dans les deux cas, nous avons affaire à des personnes qui se pensent largement supérieures à la moyenne. Bon, en parallèle, Elliot essaie tout de même d'avancer dans sa vie. Mais aucune de ses tentatives ne s'avère concluante. Il s'inscrit dans une seconde université, sauf que ses problèmes le suivent dans chaque établissement où il passe. Sans réellement comprendre l'origine du souci, Chin et Peter incitent leur fils à partir étudier à Santa Barbara, dans l'espoir qu'il puisse prendre un nouveau départ et s'ouvrir aux autres. Ils proposent à Elliot de lui payer tous ses frais sur place, en plus du versement d'une allocation mensuelle de $500 pour ses dépenses courantes. Leur fils accepte, notamment parce qu'il a vu le film Alpha Dog. Il pense qu'à Santa Barbara, il se fera peut-être inviter à des fêtes étudiantes, ce qui lui permettrait de perdre enfin sa virginité. C'est donc enthousiaste à cette idée que le jeune homme fait les démarches pour s'inscrire au Santa Barbara City College. Le 4 juin 2011, il emménage dans un premier appartement à Isla Vista, à 21 km de Santa Barbara. Malheureusement, là-bas il déchante vite. C'est une ville étudiante, donc il y a des jeunes qui s'amusent partout et des jolies filles à chaque coin de rue. En réalité, les jolies filles, ça va. Le problème, c'est la concurrence qui est très rude. Elliot, c'est un petit poisson clown au milieu des requins. C'est un rappel constant des injustices dont il se pense victime. De plus, encore une fois, son comportement joue contre lui, parce qu'il est incapable de s'entendre avec ses différents colocataires ou leurs amis. Elliot insulte la petite amie de l'un d'entre eux, et n'hésite pas à tenir des propos racistes quand il se dispute avec des personnes afro-américaines ou hispaniques. Entre juillet 2011 et janvier 2012, il renverse volontairement ses boissons sur 6 inconnus, pour des raisons assez absurdes. D'abord, sur 2 couples, qui l'énervent en s'embrassant devant lui dans un café Starbucks et une aire de restauration. Et enfin, sur 2 jeunes femmes blondes, parce qu'elles ne lui renvoient pas le sourire qu'il vient de leur adresser. Bon, c'est sûr qu'être un connard, ça n'aide pas, ni pour avoir du succès avec les filles, ni avec qui que ce soit d'ailleurs. Toujours dans la contradiction la plus totale, il multiplie en parallèle les achats de vêtements de créateurs, passant de longs moments à l'extérieur pour se montrer, uniquement dans l'espoir qu'une fille l'aborde. En février 2012, Elliot arrête de se rendre en cours, trop frustré par toutes les belles jeunes femmes qu'il voit sortir avec d'autres hommes que lui. C'est à ce moment-là
que l'idée d'un Day of Retribution, qu'on peut traduire par jour du châtiment, germe dans sa tête. Quelque chose qui n'est à la base, ni plus ni moins, qu'une attaque ciblant spécifiquement les femmes et les couples, dont la planification va durer 2 longues années. Durant son adolescence, Elliot Rodgers s'est complètement refermé sur lui-même, préférant même les jeux vidéo en ligne à sa propre vie sociale. Il est devenu victime de harcèlement scolaire, notamment de la part d'une fille qu'il admire, un rejet qui alimente une colère croissante dirigée contre les femmes, et tout le monde qui l'entoure. Malgré des changements d'école et des efforts pour s'intégrer, il reste isolé, jaloux des couples et frustré par son incapacité à nouer des liens. Son mal-être s'intensifiant à l'université. Il devient membre de la communauté Incel, qui valide sa haine et nourrit ses idées de vengeance jusqu'à ce qu'il décide de commettre l'irréparable. Dans les mois suivants, Elliot commence à économiser pour pouvoir acheter tout ce dont il a besoin pour mener son plan vengeur à bien. Dans ce but, il parvient à économiser quelques 5000 $ au total. Puis, il décide de la façon dont il va s'y prendre, en visitant un stand de tir pour apprendre à utiliser une arme à feu. Il multiplie également les achats de tickets de loterie pour tenter de devenir riche, ce qui est à son sens la seule alternative acceptable à son jour du châtiment. Mais malgré les centaines de dollars qu'il dépense là-dedans, il ne gagne pas. Elliot est d'ailleurs persuadé que l'argent des gagnants lui revenait de droit et qu'ils se sont appropriés ses gains. Avant la fin de l'année 2012, les échanges indésirables, dont il est toujours à l'origine, se sont multipliés entre Elliot et d'autres habitants d'Isla Vista. Cela fait de la ville et de sa population la cible de ses fantasmes meurtriers. C'est à ce moment-là qu'il décide d'acheter ses 2 premiers pistolets. D'abord, un Glock 34 Long Slide, puis un Sig Sauer P226, à peine quelques mois après. Mais évidemment, puisqu'on est aux États-Unis, un jeune qui s'équipe aussi lourdement, cela n'inquiète personne. Elliot prévoit de mener son attaque au mois de novembre. Mais un imprévu estival vient bousculer ses plans. Le 20 juillet 2013, bien décidé à perdre sa virginité avant ses 22 ans, il s'enivre et s'invite à une fête, qui tourne au fiasco après son arrivée. Agacé de ne pas réussir à établir le moindre contact avec un membre du sexe opposé sur place, il grimpe sur une corniche située à 3 mètres du sol. Une fois là-haut, il tente de pousser dans le vide plusieurs femmes qui s'y trouvent. Un groupe d'hommes réagit rapidement pour les aider, n'hésitant pas à précipiter Elliot en contrebas. En tombant, il se fracture la cheville. Puis il décide de rentrer chez lui, avant de s'apercevoir qu'il a perdu ses lunettes de soleil de marque et son collier en or. L'alcool aidant, Elliot pénètre dans la mauvaise maison, et ses occupants, qui n'apprécient pas son intrusion, le battent sévèrement. Il regagne finalement son propre logement avec des ecchymoses, des égratignures et l'œil gauche enflé. En plus de sa cheville fracturée, qui l'oblige d'ailleurs à subir une opération chirurgicale. Suite à cette soirée, il se plaint de son agression auprès de la police. Mais quand 2 adjoints du shérif le visitent sur son lit d'hôpital pour avoir le fin mot de l'histoire, ils comprennent rapidement qu'il n'a pas été très honnête au départ. En effet, Elliot a largement minimisé sa part de responsabilité dans ce qu'il s'est passé, à commencer par les menaces de mort proférées à l'encontre de ceux qui l'ont frappé, entendues par un voisin. Après avoir interrogé tous les témoins et partis, le bureau du shérif conclut que le plaignant était en réalité l'instigateur, et l'enquête est immédiatement close. Quoi qu'il en soit, c'est la fracture à la cheville dont il a hérité ce soir-là qui a poussé Elliot à reporter l'attaque, qu'il planifiait initialement de commettre au tout début de l'année 2014. C'est aussi à cause de cet incident que Peter et Chin réalisent que leur fils a un problème bien plus important qu'ils ne le pensaient à l'origine. Ils tentent alors de l'aider par tous les moyens à leur disposition. Entre nombreuses séances de conseils, thérapie ou encore nouveaux traitements, Elliot a largement l'occasion d'exprimer tout ce qu'il ressent. Pourtant, il n'y met pas vraiment du sien. Encore une fois, il ne prend pas ses médicaments et, sûrement faute de remise en question, il affirme que beaucoup de ses initiatives sont inutiles ou inefficaces. Le coach de vie, Gavin Linderman, conseille fortement à Elliot de quitter Isla Vista pour éviter que sa santé mentale ne se dégrade encore. Mais il refuse. Ses parents sont quant à eux dans l'impossibilité de l'y forcer, parce qu'il est adulte. Mais sa mère décide quand même de lui poser un ultimatum. Elliot doit entrer dans un centre spécialisé d'Isla Vista pour s'y faire soigner, ou revenir à Los Angeles dans sa famille et débuter un suivi,
Quoi qu'il choisisse, il doit de toute façon quitter son appartement, parce que Shin ne paiera plus son loyer. C'est ce qu'on appelle être coincé. Néanmoins, Elliot propose un compromis. Il demande à pouvoir garder un logement indépendant, affirmant qu'il s'est récemment fait de nouvelles connaissances et va reprendre les cours. Il promet également à sa mère de rencontrer régulièrement des conseillers. Et contre toute attente, elle accepte qu'il garde son appartement à Isla Vista. Shin offre même à son fils une BMW coupée d'occasion, qui lui coûte la modique somme de 40 000 $, juste pour l'aider à attirer plus facilement les filles. Malheureusement, comme on pouvait s'en douter, non seulement Elliot a menti, mais une fois de plus, il ne tient pas ses engagements. Dès le semestre suivant, il arrête d'aller en cours. Puis il se dispute à plusieurs reprises avec ses 2 nouveaux colocataires, Wei-Han Wang, surnommé David, et Cheng Yuan-Hong, qui se fait appeler James. Le point de rupture est atteint au bout d'1 mois de cohabitation seulement. Après avoir lui-même pris un verre doseur à James, sans son autorisation, Elliot l'accuse de lui avoir volé 3 bougies, d'une valeur de 22 $. Il va jusqu'à s'en plaindre auprès de la police, qui découvre les 10 objets prétendument dérobés sous le lit de son colocataire. Cela vaut à ce dernier une interpellation et une inculpation pour vol qualifié. Suite à cette altercation, David et James décident de déménager dès le semestre suivant, à cause du comportement d'Elliot, et de l'éviter au maximum en attendant leur départ. Leur colocataire est en réalité totalement aveuglé par sa rage, y compris à l'égard de sa propre famille. Il envisage de poignarder Soumaya, avec qui il ne s'est jamais entendu, puis d'en finir avec son demi-frère, Jazz, parce qu'il risque d'attirer plus de filles que lui en grandissant. Heureusement, rien de tout cela ne se produit. Elliot est bien trop occupé à préparer son jour du châtiment. En février 2014, il achète un second pistolet Sig Sauer P226, histoire d'être sûr d'avoir assez d'armes sur lui le moment venu, au cas où l'une d'entre elles viendrait à s'enrayer. Après cela, il multiplie les séances d'entraînement au stand de tir, et commence à faire d'importants stocks de munitions tout en visitant régulièrement la bibliothèque de l'université. Elliot consulte là-bas de nombreux livres sur les tueurs en série et les meurtriers de masse. Puis il rentre chez lui, pour faire des recherches tout aussi parlantes, vu que beaucoup sont liés au nazisme. Entre la fin du mois de mars et début avril, il débute la rédaction d'un manifeste nommé « My Twisted World, The Story of Elliot Rodger », des écrits qui tiennent lieu d'ode à la misogynie. Il compare les femmes à la peste et dit qu'elles ne devraient avoir aucun droit, même pas celui de pouvoir choisir leur partenaire sexuel. Elliot précise que leur méchanceté doit être contenue, sans quoi l'humanité tombera indéniablement dans la dégénérescence. À la fin de ce manifeste nauséabond, il livre ce qu'il considère être la solution pour réparer un monde qui, d'après ses dires, doit absolument être purifié. Selon lui, l'amour comme le sexe devrait en être totalement absent, et la reproduction devrait être régie par sa propre personne. Elliot se rêve en leader extrémiste, ordonnant à des troupes qui lui seraient loyales d'emprisonner la majorité des femmes dans les camps de concentration. Dans ces endroits, elles seraient affamées jusqu'à la mort. Seules quelques-unes seraient gardées dans des laboratoires secrets pour être artificiellement inséminées. Ainsi, la pérennité de l'humanité serait assurée, sans que les prochaines générations d'hommes ne découvrent un jour l'existence du sexe opposé. Ok, il est peu de dire que la dystopie dont il fait l'étalage est effrayante, en plus de rappeler sensiblement les horreurs perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans le manifeste d'Elliot, il n'y a pas que cela. Il y a aussi un plan d'attaque, divisé en 3 parties, qu'il décide, après mûre réflexion, de mener à bien fin mai 2014. Durant l'avant-dernière semaine d'avril, il télécharge 22 vidéos sur YouTube. Dedans, il partage avec le reste du monde l'étendue de sa solitude et de sa frustration, due à son incapacité à avoir une petite amie. Elliot demande, toujours sur un ton calme et froid, pourquoi son apparence soignée, ses vêtements de luxe et sa voiture coûteuse ne lui ont pas permis d'être remarqué par les femmes. Des femmes qu'il menace d'ailleurs de mort, en rigolant parfois comme un méchant de film hollywoodien. Le 30 avril, Shin visionne les vidéos publiées par son fils. Cela l'inquiète énormément, d'autant plus qu'elle est dans l'incapacité de le joindre depuis déjà quelques jours. Elle prévient alors immédiatement Gavin Linderman, son coach de vie. Et là, tout s'enchaîne. Il appelle à son tour une ligne d'écoute d'urgence. Puis son interlocuteur décide de contacter la police. Résultat,
Par effet boule de neige, 6 personnes tapent rapidement à la porte d'Elliot pour s'assurer qu'il n'est pas une menace, ni pour lui-même, ni pour les autres. 4 adjoints du shérif, un officier de police universitaire et un répartiteur en formation, à qui il répond posément qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser quiconque. Il dit à ses visiteurs que ces vidéos ne sont ni plus ni moins qu'une façon de s'exprimer au sujet des difficultés dont il a fait l'expérience à Isla Vista. Puis, il accepte d'appeler sa mère pour la rassurer. Chin confirme alors par téléphone qu'elle pense qu'Elliot n'est une menace pour personne. En conséquence, les 6 membres du groupe s'en vont sans être entrés dans son appartement, ou avoir visionné ses vidéos. En les voyant partir, le jeune homme est soulagé. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient sûrement trouvé ses 3 armes, voire même lu son manifeste toujours en cours d'écriture. Suite à cela, il remplit plusieurs chargeurs de balles, bien décidé à les décharger sur les policiers s'ils décidaient de revenir, avant de supprimer la plupart de ses vidéos YouTube pour ne plus alerter sa famille. Au cours du mois de mai, Elliot semble se lâcher complètement. Le 6, il entre en confrontation avec un homme sur un parking de Santa Barbara, tout en restant dans sa voiture. Il insulte la petite amie de celui-ci qui le prend en chasse dans son propre véhicule, sans que cela n'aille plus loin. Parce que quand elle réussit à le rattraper, Elliot reste complètement muet. Ce mutisme, inattendu, met la jeune femme tellement mal à l'aise qu'elle s'en va. Plus d'une semaine après, Elliot mange avec sa mère et sa sœur. Un repas durant lequel il fait une réflexion déplacée sur un couple attablé à côté d'eux. Chin est heureuse de voir son fils, et elle est toujours sous le coup de la frayeur qu'elle a eue le 30 avril. Donc elle ne dit rien. Finalement, Elliot reposte toutes les vidéos qu'il avait supprimées, et termine la rédaction de son manifeste. Parce que ça y est, c'est décidé. Dans quelques jours, il passera enfin à l'acte. Le jour du châtiment arrive. Dans les mois précédant son massacre, Elliot Rodger économise, achète 3 pistolets et commence un intense entraînement au tir, tout en élaborant minutieusement son plan d'attaque. Totalement isolé et entièrement consumé par sa haine, il rédige un manifeste glaçant, où il fantasme sur un monde sans femmes et publie des vidéos menaçantes sur YouTube. Malgré une intervention policière suite aux préoccupations de sa mère, aucune mesure n'est prise, et Elliot décide que le jour du châtiment aura lieu à la fin du mois de mai 2014. La journée du 23 mai 2014 débute de manière ordinaire pour lui, à ceci près qu'il a prévu de commencer sa soirée en tuant ses colocataires, qui sont ses premières victimes. Il s'attaque d'abord à David, qui rentre en premier à l'appartement après sa journée de cours. Le jeune homme de 20 ans est poignardé 15 fois. Peu après, James, âgé de 20 ans également, reçoit à son tour 25 coups de couteau, dont 5 lui ont été portés dans le dos après sa mort. Elliot traîne ensuite les 2 corps dans la même chambre et les cache avec des couvertures et des vêtements. Dans la foulée, George Chen, un ami de James et David, se présente à l'appartement pour leur rendre visite. Elliot lui tend une embuscade et le poignarde pas moins de 94 fois. George avait 19 ans. Le meurtrier abandonne son corps dans la salle de bain du logement et tente de nettoyer le lieu du crime. Mais il se voit dans l'incapacité d'enlever de nombreuses taches de sang. Après cela, il agit pour ainsi dire normalement. Il se douche, met de nouveaux vêtements et à 19h38, il se rend dans un café Starbucks où il commande un latte triple vanille. Tout en le sirotant, Elliot écrit à sa mère pour lui dire qu'il a fini sa journée de cours et qu'il l'appellera plus tard. Puis il retourne chez lui. Une fois arrivé dans son appartement, il écrit brièvement dans son journal intime, qu'il avait laissé de côté depuis un moment, avant d'envoyer son manifeste à 34 personnes par email. Parmi ses nombreux destinataires, ses parents, tous les thérapeutes qu'il a consultés, d'anciens enseignants et des amis d'enfance. Enfin, il télécharge une vidéo de 7 minutes sur YouTube nommée Elliot Rodger's Retribution, qui explique toutes ses motivations, et il ressort. Vers 21h15, Elliot arrive à la maison occupée par la sororité Alpha Phi, avec ses 3 pistolets, des munitions et un bidon plein d'essence. Dans son manifeste, il décrit cette sororité comme le symbole de ce qu'il déteste le plus. Des jeunes femmes qu'il considère comme privilégiées, belles, mais aussi totalement inaccessibles. Pour lui, c'est ici que son acte doit prendre tout son sens. Seulement, il ne parvient pas à entrer dans la maison, bloqué par une lourde porte en bois à double battant, dont l'ouverture est liée à un clavier électronique. Il tente de la forcer pendant un moment,
sans succès. Alors, en désespoir de cause, il tape agressivement dessus, pendant plus de 3 minutes. À ce moment-là, 40 des membres de la sororité sont en voyage à Las Vegas, tandis que celles qui sont présentes sont trop fatiguées pour venir ouvrir. Frustré, Elliot retourne vers son véhicule pour repartir. Quant aux alentours de 21h27, il aperçoit 3 jeunes femmes qui se promènent ensemble à côté de la maison. Il s'agit de Veronica Weiss et de Catherine Cooper, 19 ans et 22 ans, accompagnées de l'une de leurs amies âgée de 20 ans, dont l'identité n'a jamais été révélée. Elles sont toutes les 3 membres de la sororité Delta Delta Delta. Sans qu'elle n'ait rien vu venir, Elliot s'approche d'elle en voiture et ouvre le feu sur le groupe. Puis il prend rapidement la fuite. Des témoins qui ont entendu les cris des jeunes femmes se précipitent pour aller chercher de l'aide. Et par chance, ils tombent assez vite sur un adjoint du shérif. Malheureusement, malgré ses efforts pour aider les blessés, Veronica et Catherine ne survivent pas aux graves blessures qui leur ont été infligées. La première a reçu 7 balles, dont 6 entre les jambes, les fesses et l'aine. La balle qui lui a été fatale a transpercé son cœur et ses 2 poumons. La seconde, quant à elle, a été abattue de 8 balles, dont plusieurs dans les poumons et sur les côtés de la tête. La troisième victime a été blessée moins grièvement que ses amis, et par chance, elle peut être sauvée. Après cela, une chasse à l'homme s'engage pour retrouver Elliot, devenu un tueur de masse. Ce dernier en est à l'ultime étape de son plan, et il a déjà complètement perdu l'esprit. En fuyant le second lieu de crime, il fait demi-tour dans une allée de Long Pardale Road, et s'engage dans une course meurtrière à travers les rues d'Isla Vista. Elliot conduit de manière erratique, tirant sur les passants depuis les fenêtres de sa voiture. Il vise quiconque croise sa route. Des étudiants, des cyclistes, des skateurs et des piétons, semant la panique dans la ville. Il s'arrête une première fois devant un Deli Mart, un magasin de proximité, pour tirer sur les personnes qui se trouvent aux alentours. Christopher Michaels Martinez, un étudiant de 20 ans, est mortellement touché alors qu'il se trouvait juste devant l'entrée du supermarché. Les autres clients se réfugient derrière les étagères ou s'enfuient dans la rue. Elliot reprend sa route juste après, provoquant un chaos indescriptible. Il tire sur un couple qui sort d'une pizzeria, sans les tuer, renverse plusieurs cyclistes et piétons avec sa voiture, laissant toujours plus de victimes dans son sillage. Les sirènes de la police commencent à retentir, mais il parvient à éviter les officiers tout en continuant sa fusillade. Il a malheureusement le temps de blesser plusieurs autres personnes avant que les autorités ne parviennent à le localiser près du parc Little Acorn. Une course-poursuite s'engage alors dans les étroites rues d'Isla Vista. Le tueur échange des tirs avec les officiers de police, et l'un d'eux le blesse au niveau de la hanche, mais il semble déterminé à continuer jusqu'au bout. C'est après avoir heurté un cycliste qui endommage son pare-brise en s'écrasant dessus qu'il perd le contrôle de son véhicule. Elliot percute de plein fouet une voiture stationnée, et quand les policiers s'approchent de la sienne, à 21h35, il découvre qu'il est mort. Il vient de se loger une balle en pleine tête avec l'une de ses armes à feu, à l'âge de 22 ans. À la fin de cette soirée tragique, le bilan humain est lourd. Durant cette fusillade qui n'a duré en tout et pour tout que 8 minutes, 3 personnes ont perdu la vie, et 14 autres ont été blessés, dont plusieurs grièvement. À cela, il faut ajouter les 3 hommes qu'Elliot a tués en les poignardant dans son appartement, avant de partir dans les rues d'Isla Vista. 6 victimes au total. Des jeunes, tous soudainement arrachés à leur quotidien et leurs proches par la haine délirante d'un seul individu. Isla Vista, une petite communauté universitaire paisible, est plongée dans le deuil et l'incompréhension. L'horreur du 23 mai 2014 est massivement relayée dans les médias. Les vidéos d'Elliot Rodger, son manifeste, ainsi que les détails de sa vie deviennent des sujets de débats nationaux. Les mots qu'il a laissés derrière lui, empreints de misogynie et de ressentiment, mettent en lumière les dangers de la radicalisation en ligne et des communautés toxiques comme celle des incels. Incels qui, tristement, se réfèrent à lui comme à un saint ou à un héros et célèbrent le jour de la Saint-Elliot, chaque année, à la date d'anniversaire de la fusillade d'Isla Vista. Pour beaucoup, l'affaire Rodger est une preuve que ces communautés, bien que virtuelles, peuvent parfois avoir un impact dévastateur dans le monde réel. La tuerie de masse commise par ER, comme l'appellent les incels, en a d'ailleurs malheureusement inspiré d'autres depuis. On peut citer celle du 23 avril 2018, dont l'auteur est Alek Minassian, un jeune homme de 25 ans. Ce dernier a tué 11 personnes et en a blessé 15 autres en précipitant une camionnette sur des piétons à Toronto, au Canada. Comme à chaque fois,
Lorsqu'un massacre de masse a lieu aux États-Unis, le débat sur le contrôle des armes à feu refait surface. Après la fusillade perpétrée par Elliott, bien que ses premiers meurtres aient été commis avec un couteau, c'est grâce à des pistolets qu'il a pu perpétrer la majeure partie de son massacre. Rappelons qu'Elliott a été en mesure d'acheter 3 armes à feu légalement, en dépit de son passé, marqué par des troubles sociaux et psychologiques évidents. Aux yeux de nombreux Américains, cela représente une faille majeure dans le système. Comment un jeune homme aussi isolé, suivi par des thérapeutes et dont le comportement alarmant était connu de sa famille, a-t-il pu acquérir si facilement des armes à feu? Mais on ne va pas se mentir, il y a très peu de chances pour que cela change outre-Atlantique. Voici pour cette affaire criminelle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez YouTube en commentaire. N'oubliez pas le lien du sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN, en description pour bénéficier de 4 mois offerts et de 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à liker cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.